parfait, on va avoir le petit Monte Borrower sur le générique. Je mets une petite clope et après... Et on y va. Et après on peut y aller. Je suis toujours la seule à picoler. T'es toujours la seule à picoler. C'est pas la seule à fumer. Ah, on va tous fumer une clope. Moi non plus, je suis à bout. Alors je disais, mais c'est ma soeur, je suis désolée, je change de métier. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Tal. Tal a 29 ans, et avec lui nous avons discuté du rapport au monde et de la vie dehors, des codes de la masculinité et de la moustache des enfants de 14 ans, d'aliénation parentale, de charge mentale et d'agenda Google, mais surtout d'apaisement et de la vie qu'on façonne pour soi. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne, comme Tal, victime de violences intrafamiliales. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment quand vous serez préparés. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme ? C'est une première question vraiment très intense. C'est compliqué parce que je transitionne pour des motifs personnels de bien-être. Donc oui, ça me fait du bien en fait de transitionner et de voir mon corps changer et d'être plus assigné continuellement à la féminité. Après, est-ce que je m'identifie au groupe des hommes ? Non, et ça c'est un gros problème parce que j'ai l'impression d'avoir toujours un décalage par rapport à eux. Alors c'est aussi le début de la transition, c'est normal d'être dans ce cas de figure où on a l'impression de traverser un peu des frontières du genre, mais d'appartenir vraiment à aucun nouveau groupe social, j'imagine. Puis c'est très difficile aussi parce que j'ai un rapport aux hommes qui est extrêmement compliqué, qu'il a été durant toute ma vie. Du coup, forcément, j'ai pas d'identification a priori aux hommes. Et du coup, ça pose la question aussi de à quelle masculinité je peux m'identifier et comment je la recrée d'une manière qui me rappelle pas à mes souvenirs traumatiques avec les hommes que j'ai eu dans ma vie. Donc c'est un peu ça, je pense, qu'il me restera à faire dans les mois et années à venir, à construire le fait d'être un homme qui me convient, j'imagine. Et ce serait quoi pour toi ta masculinité ? Bah, c'est compliqué parce que j'ai pas envie de tomber dans les discours qui m'emmerdent un peu, des hommes qui disent « Ah mais moi je suis pas un homme comme les autres, moi je suis hyper déconstruit, moi ceci, moi cela ». Donc je pense que j'ai pas envie de perdre en fait ce lien très spécial que j'ai aux femmes et à la féminité. Donc je sais pas quelle masculinité je vais créer ou laquelle va me définir, mais en tout cas j'ai envie que ce soit une masculinité qui n'a pas oublié tout ce qui s'est passé avant. Est-ce que toi, ton parcours de transition, il a commencé à partir du moment où justement t'as vu des changements physiques ? Est-ce qu'il a commencé d'abord dans ta tête ? Qu'est-ce qui a fait les étapes ? Souvent on présente ça comme un ressenti intérieur et du coup qui ramène le fait d'être trans à un sentiment un peu presque psychologique. Et moi cette approche elle me gêne un peu, même si elle est très très largement utilisée. Et je pense que ça omet complètement la dimension sociale de la transition, notamment dans le cadre des transitions d'hommes trans. La testostérone ça fait vraiment changer vite et du coup le rapport au monde évolue aussi très très vite. Donc c'est une expérience assez unique au monde. C'est une espèce d'entre-deux un peu étrange où je pense que je commence à être dans la phase où je suis plus trop identifiée. Enfin, on sait pas trop ce que je suis globalement et je le sens dans les regards. Et j'ai l'impression d'être moins un homme parce que je le pense ou parce que j'en suis persuadée que parce que on me traite de plus en plus comme tel aussi. Mais je sais que pour le coup, oui, je me sens beaucoup mieux à partir du moment où j'ai vu des changements physiques. Enfin, à partir du moment où on me réassigne plus à la féminité en continu, même si c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Je me sens mieux depuis ce moment-là. En plus, entre les deux, t'es passé par toute une phase où tu te définissais comme non-binaire et où tu faisais beaucoup de pédagogie autour de ça. À quel moment tu t'es dit, en fait, je ne suis pas non-binaire, en fait, je me reconnais dans un genre et en fait, c'est celui des hommes. Enfin, à quel moment t'as fait le distinguo dans ta tête entre... Assez rapidement parce que j'ai l'impression que ma période non-binaire a duré peut-être 3-4 mois grand maximum. Moi, je sais que dans mon parcours, ça a été une espèce d'étape qui m'a mené à accepter le fait qu'en fait, non, je voulais transitionner. Parce que c'est terrifiant de transitionner. Enfin, c'est terrifiant, ça bouleverse tout le rapport au monde. Ça fait perdre des amis, ça fait perdre de la famille, ça fait perdre des jobs, ça fait perdre des logements. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué de se projeter à la fois dans un nouveau vécu social, en même temps dans un nouveau physique, enfin, un visage qu'on connaît pas encore. C'est une espèce de vertige, quoi, total. Et je pense que pour plein de gens, c'est hyper précieux d'avoir cette période un petit peu d'exploration où on commence à se projeter, en fait, dans autre chose. Et encore une fois, je dis pas que c'est que ça, la non-binarité. Il y a des gens qui s'identifient comme non-binaires toute
leur vie sans que ça les amène in fine à se dire homme ou femme. Mais en tout cas, ouais, dans mon parcours, ça a été complètement juste une étape pour me réconcilier avec l'idée même de transitionner de façon effective. Moi, dans mon cas, ça a été ce biais-là que j'ai utilisé, par exemple, pour dire à ma mère « Coucou maman, je suis peut-être trans, même pas sûre, mais bon, c'est possible ». Et j'avais raison d'avoir peur parce qu'elle a extrêmement mal réagi une fois que j'ai commencé la transition hormonale. Et je pense que c'est un petit peu ça qui a été la grosse claque, c'est que, en fait, je pensais que c'était la transidentité en soi qui poserait problème, notamment aux yeux de ma famille. Mais en fait, tant que ça reste de l'ordre de j'ai changé mes pronoms et qu'il n'y a pas d'implication matérielle, il n'y a pas de changement de vécu social, ça change pas grand-chose à la situation de vie. Par contre, à partir du moment où je lui ai annoncé que je commençais la transition hormonale, alors là, ça a été la catastrophe intersidérale. Et c'est parce que là, il y a une implication corporelle et matérielle qui est très, très palpable, quoi. Elle m'a genré au masculin pendant 1 an avant que je commence ma transition hormonale. Et ça allait. Donc je me suis dit, clairement, mon boulevard est ouvert pour lui dire que c'est peut-être un peu plus que ça. Et en fait, pas du tout. Enfin, vraiment pas du tout. Mais je pense que pour plein de personnes trans, c'est un peu ce moment-là qui est très compliqué. C'est le moment où pour les parents, souvent, ils connaissent absolument pas les problématiques liées aux transidentités de manière générale. Et du coup, ils se retrouvent avec l'impression que l'enfant va devenir un monstre plus reconnaissable. Il y a souvent toute la rhétorique autour du deuil aussi qui est prononcée par les parents. Donc, gros décalage entre les deux, ouais. Et avec tes amis, comment ça s'est passé ? Pour le coup, pas de problème du tout. C'est très simple avec les amis. Déjà, je suis entourée de personnes trans, donc ça facilite les choses. Puis moi, mon groupe d'amis, c'est aussi beaucoup un cercle militant. J'ose imaginer que c'est pas du tout la même chose pour les personnes qui grandissent autour de personnes cis qui sont pas forcément éduquées sur ces enjeux. Là, on doit se sentir beaucoup plus seul, oui. Pour le coup, moi, j'ai pas été seule dans ce début de parcours, quoi. Mais on a l'impression qu'on est complètement mis à nu face à quelqu'un qui a déjà un regard sur qui on était avant. Dans tous les cas, je vais faire le deuil de ça parce que y a plein de... Enfin, j'ai commencé le militantisme et j'ai commencé à être un peu visible avant la transition. Donc, mon dead name, il est partout. Les photos de moi d'avant, elles sont partout. Donc, je pense que j'ai aussi appris à faire la paix avec ça. Parce que jamais de ma vie, je pourrais juste ne plus jamais dire que je suis trans. C'est OK parce que c'est aussi le fondement de mon engagement. Donc... J'ai littéralement sorti un livre, la 4e, c'est activiste féministe trans, donc bon, je me suis dit, allez, on y va jusqu'au bout, et c'est pas grave. Ce sera toujours marqué quelque part, mais je pense qu'un jour ça va me poser problème, parce que forcément, peut-être qu'un jour j'en aurai un peu marre de parler du fait que je sois trans, et un peu marre de devoir m'outer en continu, mais je pense que c'est un deuil nécessaire. Toi qui disais que tu avais beaucoup d'amis trans, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez à la fin, être juste reconnu dans le sexe de transition et complètement oublier la particule homme trans ? En étant toujours désigné ou montré comme homme trans, c'est une façon de me dire t'es un peu une femme au fond. Tu vois, c'est un truc de réassignation en continu, genre homme, mais pas comme les autres, tu vois. Globalement, on vit déjà tellement de violence que on veut juste passer, c'est-à-dire être perçu comme des hommes ou des femmes cis, c'est selon, pour pouvoir avoir une tranquillité de vie. Et c'est pas seulement une tranquillité émotionnelle, c'est aussi l'accès à l'emploi, l'accès à logement, enfin plein de choses qui nous permettent de juste slalomer dans notre quotidien sans être ramenés, encore une fois, à un genre ou un sexe d'assignation éternellement, quoi. Déjà, j'en ai marre au bout de 1 an de transition. Donc au bout de 10 ans, je vais être là, non mais c'est bon, stop, quoi. Enfin... Après, c'est utile de décrire les vécus trans dans un cadre militant, dans un cadre politique, où voilà ce qu'on essaie de faire avec XY, par exemple, où forcément la dimension trans, elle est hyper importante. Mais ouais, dans nos vies quotidiennes, moi, juste... C'est super intéressant, on n'avait pas eu encore ce débat pour l'instant. Effectivement, les personnes qui passent à notre micro, elles s'identifient beaucoup avec ce mot. Ouais, elles revendiquent vachement la particule trans. C'est normal pour plein de raisons. Et je pense qu'au début de transition, c'est hyper important de pouvoir justement revendiquer une appartenance à une communauté. Mais en début de transition, on n'est vraiment pas, je pense, dans la même optique de vie que quand on est à 15 ans de transition, où moi je suis persuadée qu'on croise des personnes trans tous les jours, on n'en a absolument aucune idée, et qu'à aucun moment elles vont nous le dire, parce que juste, voilà quoi. Et puis je pense qu'il y a autre chose aussi qui se joue de manière globale chez les hommes trans, une forme de culpabilité aussi de transiter vers la classe sociale des hommes, parce que souvent c'est une classe qui nous a violentés, et du coup c'est hyper compliqué de se dire maintenant eux c'est moi, quoi. Donc je pense que de revendiquer la transidentité et de dire qu'on est un homme trans, c'est aussi une façon de se mettre à distance du groupe des hommes cis qui nous a violentés. Enfin je veux dire, moi on me met dans un groupe d'hommes cis, vraiment on dirait... Enfin, je suis vraiment la gênance sociale totale, quoi. Enfin, je veux dire... Mais c'est aussi parce que la transition, c'est un apprentissage de code.
Je me rends bien compte que selon ma posture, selon comment je marche, selon comment je me tiens, selon plein de paramètres qui relèvent complètement des stéréotypes de genre, mais qui, voilà, ces paramètres stéréotypiques, ils peuvent assurer soit ma sécurité dans l'espace public, soit mon outing permanent. Par exemple, je pose plus ma voix pareil. Même si la testo fait baisser ta voix de manière, ça va vraiment de soi, sans que tu aies à faire de travail vraiment orthophonique, etc. En fait, tu gardes une tonalité qui est quand même un peu plus haute. Enfin, je me rends compte que, par exemple, si je dis bonjour à un commerçant, une commerçante, je vais dire bonjour. Enfin, j'ai appris, à parler comme ça, à m'exprimer comme ça. Et à chaque fois, on me disait bonjour madame. J'étais là, ok, du coup, je vais parler autrement. J'apprends au fur et à mesure à poser, autrement ma voix. Et encore une fois, c'est une question de démarche. Comment on regarde les gens dans l'espace public. Enfin, c'est plein de choses, plein d'indicateurs qui sont pas uniquement, les habits ou la coupe de cheveux ou ceci ou cela. Et bien sûr, après, l'indicateur ultime, c'est la pilosité faciale. Alors là, a priori, on te fout la paix à ce moment-là. Moi, vous pouvez pas me voir ici, mais j'ai littéralement la moustache d'un enfant de 14 ans, donc c'est un peu compliqué pour l'instant. Et puis après, il y a évidemment, au-delà de la transition hormonale, les chirurgies aussi qui font que avant ça, c'est un peu compliqué d'avoir la paix totale. En l'occurrence, la poitrine à moins de binder, donc c'est-à-dire de mettre un t-shirt compressif. Donc voilà, c'est juste un ensemble à la fois de codes à réapprendre et de stéréotypes sur lesquels se baser, parce que juste on n'a pas le choix pour pouvoir survivre dans le quotidien. Donc ouais, c'est vraiment beaucoup de travail de modification dans sa vie qui est assez unique, je pense. Pour moi, la transidentité, c'est vraiment la preuve ultime du caractère construit du genre, parce que littéralement, c'est un réapprentissage de tout. C'est pas du tout une donnée naturelle ou essentielle, c'est vraiment réapprendre à vivre le monde et à performer le genre comme le ferait n'importe qui, en fait. Et t'arrives à te sentir un peu libre quand même parfois, ou tout ça, en fait, c'est une charge mentale persistante et quotidienne tout le temps? Non, parce que je me sens quand même beaucoup plus libre, notamment parce que je suis un mec trans et que le fait d'être un mec trans, du coup, améliore significativement quand même le rapport à l'espace public, par exemple, où certes, ça pourrait être une charge mentale, mais derrière, je vois que je peux marcher maintenant la nuit dans la rue seule et que personne m'emmerde. Enfin, globalement, on me laisse beaucoup plus tranquille. Ce qui fait que c'est largement compensé par mon expérience du monde qui se modifie en bien. Ce qui serait absolument pas le discours que tiendrait une femme trans pour qui le rapport à l'espace public, mais pas que, pour le coup, s'altère considérablement. Dans le cas des hommes trans, globalement, quand on s'est fait violenter sexuellement, harceler en continu, qu'on nous coupe la parole sans arrêt, on a expérimenté juste la misogynie, à partir du moment où on la vit de moins en moins, et c'est un soulagement énorme. Donc non, la charge mentale, c'était plus avant. Là, ça va mieux. Est-ce que tu te considérais misandre ou pas? Oui, clairement. C'est pour ça aussi que ça met un petit peu du temps, je pense, à apprivoiser sa masculinité et à savoir ce qu'on veut en faire. Mais la transition change absolument pas. Peut-être que ça évoluera un jour, mais je pense pas. Mon rapport aux hommes, en fait, c'est ça qui est étrange. C'est qu'encore une fois, je les associe à un monde qui n'est pas le mien. Alors, bien sûr, ça va le devenir au fur et à mesure par la force des choses, mais là, en tout cas, au moment où je parle, ça reste encore une espèce de monde parallèle pour moi. En tout cas, la masculinité cis, c'est pas mon monde et je m'identifie pas à ça et je veux pas m'identifier à ça. Enfin, je veux dire, si c'est ça qu'il faut pour être un homme, je serai un homme un peu étrange et puis voilà, quoi. Mais c'est une espèce de jeu d'équilibriste étrange. Et est-ce que tout ça t'arrive un peu aujourd'hui à en parler avec ta mère ou le dialogue, il est rompu? Le dialogue avec ma mère, il a été rompu pendant, je pense, 6-7 mois où elle a complètement refusé de me parler. Enfin, ça a été très, très violent parce qu'on était extrêmement proches en plus au vu de notre histoire commune, donc une histoire de violence. Du coup, je l'ai vécu comme une trahison ultime où je me suis dit, mais waouh, enfin, s'il y avait bien une personne où je me disais, cette personne sera à mes côtés pour toujours, peu importe ce qui se passe, c'est ma mère. Et ça a été pas le cas, donc c'était très, très compliqué sur le coup. Et c'est elle, toute seule, qui a fait son chemin. Alors, elle a fait son chemin à l'aide d'une psy, notamment, qu'elle allait voir initialement pour essayer de mieux vivre le terrible deuil de son enfant, etc. Et il s'avère qu'elle est tombée complètement au hasard sur une psy méga transphrénie dans son petit bled du Var, enfin vraiment un miracle. Elle n'est pas rentrée dans les détails, mais elle m'a dit, la psy, je l'ai vue une fois, et en fait, elle m'a dit, mais vous vous rendez compte ce que vous faites à votre enfant? Vous vous rendez compte que vous lui parlez de deuil, alors que pour lui, c'est une renaissance? Et ma mère m'a appelée en pleurant, en me disant, je suis désolée. Enfin, vraiment, le truc le plus inattendu, je n'ai pas le nom de cette psy aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie de la retrouver pour lui envoyer des Ferrero Rocher et des fleurs. Donc ouais, après, c'est pas toujours facile, ça l'est encore pas aujourd'hui. Je pense que déjà, ça a cassé quelque chose dans notre lien, parce qu'il y avait une confiance absolue qu'il n'y a plus aujourd'hui, forcément,
quelque chose, assez cassé, mais c'est quelque chose qu'on reconstruit au fur et à mesure. Et c'est aussi une approche que je peux entendre parce que ma mère a été extrêmement violentée par les hommes aussi. Du coup, on était un petit peu les deux ensemble face à eux. Donc elle se dit, ok, même ma fille m'abandonne, quoi. Donc je pense qu'elle le voit comme une espèce d'aliénation face à la masculinité. Et puis je pense qu'elle se dit aussi, je pense qu'elle pathologise beaucoup le fait que je sois trans en se disant que c'est sûrement parce que j'ai vécu beaucoup de violence et que je supportais pas le fait d'être une femme. Ce truc de, voilà, ça a été tellement insupportable, le sexisme et la misogynie, que la personne s'est dit qu'elle voulait transitionner. Souvent je réponds à ça, mais déjà, moi j'arrive pas à identifier pourquoi je suis trans, mais si c'était ça, et alors ? Je vais mieux aujourd'hui de façon très factuelle, je me sens bien dans mon corps. Donc, qu'est-ce que je m'en fous d'essayer d'essentialiser ma transidentité à un point de ma vie qui l'aurait provoqué ou je sais pas. Mais en tout cas, avec ma mère, on fait le chemin au fur et à mesure. Elle se renseigne de plus en plus. Là, miracle ultime, j'ai réussi à l'envoyer chez Morgane Noam, qui est du coup un psy, qui fait de l'accompagnement aux parents d'enfants trans. Donc je lui ai dit, maman, est-ce que tu veux y aller ? Elle était là, d'accord. Et je crois qu'ils se sont vus 3 ou 4 fois. Et j'étais là, genre, waouh. Donc voilà, ça avance, c'est juste long, mais j'ai vraiment pas à me plaindre quand je vois que y a des enfants qui ont été complètement rejetés par leurs parents, qu'ils n'ont plus jamais revus ensuite. Sur l'échelle des enfants trans, je suis vraiment pas au plus bas, quoi. C'était comment l'enfance avec ta maman ? C'était une enfance avec beaucoup, beaucoup de violence. Mon père était très violent, très alcoolique, et il avait une dent contre les femmes de manière très très claire, parce que mon frère, j'ai un petit frère, il était assez épargné par les violences, voire totalement. Mais du coup, non, le premier souvenir familial de ma vie que j'ai, c'est un souvenir de violence. C'est la première fois où j'ai vu ma mère se faire frapper, je pense que j'avais 5 ans, je jouais dans le jardin, et à un moment donné, j'ai entendu du bruit à l'intérieur, du coup j'ai mis mes petites mains d'enfant sur la vitre pour essayer de voir ce qui se passait, et je l'ai vu en boule sur le sol avec mon père qui lui balançait des coups de pied. Et mon père a fini par me voir à la fenêtre. Je pense que je suis restée quand même assez longtemps, et il s'est immédiatement arrêté. Je pense avoir vu ma mère ramper ailleurs pour fuir, mais mon père est venu me voir, il m'a assis sur ses genoux, et il m'a dit maman est très méchante avec papa, papa il est très très triste, ce que t'as vu c'est vraiment maman qui est méchante avec papa. Il a essayé de me brainwash, quoi, complètement. Et du haut de mon petit cerveau d'enfant de 5 ans, je me souviens me dire dans ma tête oublie pas ce que t'as vu, oublie pas ce que t'as vu. Et je pense que c'est pour ça que je m'en souviens aussi clairement 23 ans après maintenant. C'est aussi le premier souvenir où je me suis dit les hommes essaient de m'entuber, en fait. Je me souviens être sur ses genoux et me répéter en boucle le crois pas, le crois pas, le crois pas, le crois pas. Et évidemment, juste, je lui ai dit bien sûr, papa. Je voulais juste qu'il pense que je l'ai cru. Ce qui est quand même pas normal comme raisonnement quand on est un enfant de 5 ans. Ça fait beaucoup, quoi. Et après, ça a été une cascade de violence de plus en plus forte. Je pense que comme il s'est dit que j'avais vu une fois, il s'est dit que je pourrais voir toutes les fois d'après et que ça changerait pas grand-chose. Et puis, très rapidement aussi, j'ai été la cible directe de sa violence. Ça a commencé assez tôt. Et très tôt aussi, j'ai pris le rôle de celui qui allait protéger sa mère. Donc ma mère était terrifiée par mon père. Du coup, elle était complètement paralysée. C'était vraiment, vraiment compliqué. Moi, pour une raison qui m'échappe, je pense que c'était complètement de la survie et de la dissociation, mais j'avais pas du tout peur de mon père. J'avais pas de mal, en tout cas, à m'opposer à lui. Donc ça m'est déjà arrivé plein de fois de m'allonger sur ma mère pour que ce soit moi qui reçoive les coups et pas elle. Il y a eu plein de fois cette situation-là. En gros, ça a duré de mes 0 à mes 15 ans, à peu près. Et quand j'ai eu 15 ans, on s'est enfui. On avait appelé les flics pour une énième fois où mon père nous avait frappés. Et c'était parti en live total. Et généralement, je tiens à le dire, ça très très fort, mais en 15 ans, aucun flic ne nous a aidés. Aucun flic n'a essayé d'être là pour nous sortir de là. Ça a été vraiment 15 ans de culpabilisation, en disant à ma mère que c'était des histoires de couple à régler en privé, que ça les regardait pas. Et l'ultime fois, on est tombé sur juste un policier qui a emmené mon père en garde à vue, je pense, parce qu'il n'est pas revenu de la nuit. Et il nous a regardé, il nous a dit « Vous avez une nuit pour fuir, il reviendra chez vous demain matin ». Et du coup, on a rempli la voiture de toutes nos affaires, du chat, le petit frère, tout le monde. Et on s'est enfui. On s'est caché sur un parking pendant 3 heures. Mon père est revenu, il a commencé à nous appeler en boucle. Il nous a appelé... je sais pas combien de dizaines de fois, en menaçant de mort, en disant qu'il allait nous retrouver. C'était vraiment un cauchemar et on savait pas où aller. On n'avait pas d'appart, on n'avait rien. Et finalement, une amie à moi, dont les parents avaient une espèce de petite maison de vacances, pas très loin, nous a dit on vous la prête le temps que vous retombiez sur vos pattes et que vous trouviez autre chose. Du coup, on est resté là-bas peut-être
2 mois. C'était très compliqué parce que c'était vraiment à quelques centaines de mètres de ma maison avec mon père. Et du coup, on rentrait le soir, on était vraiment complètement parano, quoi. On regardait si on nous suivait pas. Bien sûr, mon père avait engagé un détective privé, donc il avait plein d'infos sur nous. Après, la bataille juridique a duré encore 5-6 ans. Il faisait annuler les demandes de divorce tout le temps. Oui, il a essayé de plaider le syndrome d'aliénation parentale, qui est un motif complètement frauduleux qu'utilisent les hommes et les pères, en l'occurrence, dans les cas de procès, en plaidant le fait que c'est pas de la violence, c'est la mère qui vient implanter des faux souvenirs de violence, en gros, dans la tête des enfants, ce qui est considéré comme une maltraitance. Et du coup, il y a plein de juges qui ont prononcé, par exemple, des gardes partagés sur le motif de l'aliénation parentale, qui est un syndrome qui n'a jamais été reconnu au niveau scientifique. C'est une création pure des pères, mais qui était très longtemps et qui continue à l'être crue par les juges. Et donc, il y a eu ça, il y a eu les demandes d'examen psychiatrique sur moi, il y a eu tout, il a tout fait, tout ce qui était possible pour juste retirer la garde à ma mère, alors qu'il voulait même pas nous élever. En plus, il n'en a jamais eu rien à foutre, mon père, mais tout, en tout cas, pour lui briser sa vie. Quand vous appeliez la police, vous n'étiez pas reçu, on voyait pas les traces des coups? Si, bien sûr que si, mais en plus, il y a eu plein de dépôts de plainte. Puis mon père, il a pas été violent qu'avec ma mère, il a été violent aussi avec son ancienne femme, donc j'ai une demi-sœur qui a 40 ans. Pareil, c'est dans les mêmes conditions, les dépôts de plainte classés sans suite, sans arrêt, les mains courantes, ça sert à rien. Mon père, il a aussi frappé des voisines. Il a frappé plein de femmes, mon père, et à chaque fois, dépôts de plainte classés sans suite. Il travaille dans la politique, dans la police? Non, mais il avait beaucoup d'argent. Donc ma théorie, c'est que ça a toujours joué dans l'histoire. Je pense qu'il devait glisser des petits billets. Et en l'occurrence, ce qui a fait qu'on a enfin eu la paix, c'est que, en gros, il a eu un procès parce qu'il tenait une entreprise dans laquelle clairement il faisait de l'escroquerie. Et du coup, il y a eu une espèce de consortium de clients qui ont porté plainte contre lui. Et c'est avec ça qu'il a été condamné à de la prison et a payé une très très forte amende. Et comme la loi n'existe pas pour mon père, il a fui au Maroc en l'occurrence. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la paix. Il y est toujours? Non, il est revenu depuis parce que ça le saoulait d'être dans un pays où il comprend pas la langue, machin. Enfin bon, bref, il fait sa vie, mon père est vraiment tranquille. Donc du coup, il est revenu en sachant très bien que du coup, il serait arrêté à la frontière parce qu'à ce moment-là, il était recherché par Interpol. Donc il a fait 1 an et demi, 2 ans de prison, un truc comme ça. Et puis aujourd'hui, il est sorti, il fait sa petite vie dans sa petite maison. Tout va bien, hein, tout va bien. Mais je suis plus du tout en colère contre lui aujourd'hui parce que il paye avec la solitude. Et je pense que c'est une très belle punition, très méritée. Donc voilà, il a 75 ans, je pense qu'il va juste mourir seul et c'est très bien comme ça. Je vous avais dit que ça serait pas marrant. Hein. Non. Je vous avais prévenu. Et toi, à partir de quel moment tu t'es sentie, parce que du coup tu vivais avec une espèce de terreur au-dessus de toi, et à quel moment tu t'en es sentie un peu libérée? Déjà, quand il est parti au Maroc, ça changeait beaucoup de choses. Parce que la distance géographique fait qu'on se dit, ok, on a au moins une protection de la distance. Évidemment, c'est quand je suis partie de chez moi aussi. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai dit à ma mère, je m'en vais loin. Et du coup, je suis venue à Paris très très jeune. Mais du coup, non, je sais pas quand j'ai senti. Il n'y a pas eu un moment de libération. Je pense que c'est juste arrivé au fur et à mesure en faisant ma vie autrement. Et puis c'est encore un chemin en cours, quoi. Quand je dis que je suis plus en colère contre mon père, c'est faux. J'ai complètement menti. Mais ça reste quelque chose de beaucoup plus gérable qu'avant. Et puis bon, le temps passe, je fais ma vie ailleurs. J'apprends juste à créer autre chose. J'imagine qu'en tant qu'enfant, quand tu vis dans de telles violences, ça doit être difficile de vivre déjà une enfance normale, non, mais même les expériences des enfants. Est-ce que, au-delà d'avoir cette enfance un peu volée, t'as quand même réussi, quand t'étais à l'école, quand t'étais avec tes amis, à avoir un cadre un peu de normalité? Je pense pas un cadre de normalité parce que du coup, ce qui se passait à la maison, ça crée un décalage tellement fort avec les autres que c'était quand même une double vie, un peu en permanence. Très étrangement, j'ai jamais eu quand j'étais petit de désespoir ou de dépression. J'étais en survie totale tout le temps. Donc de l'extérieur, j'avais l'air méga joyeux, méga heureux. Il y avait pas de problème. Enfin voilà. Et je pense que c'était une espèce à la fois de dissociation et à la fois d'instinct de survie énorme qui fait que j'ai très peu eu bizarrement de retour de bâton de mon enfance. Ça a posé plein de problèmes dans mes relations, etc. Mais globalement, j'ai pas eu de période où je sors et je suis en méga dépression pendant 5 ans. Après, oui, je me suis énormément réfugiée dans le dehors. Et le dehors, c'était les amis. Et je pense que c'est pas anodin que mes amis prennent une place aussi importante dans ma vie aujourd'hui. C'est parce que très très tôt, je me suis dit, il faut que je reconstruise un noyau familial, quel qu'il soit, ailleurs. J'ai toujours eu cette volonté de pas être complètement aliénée par ce qui se passait chez moi. Et du coup, mon moyen de survie, ça a été les autres. T'as des beaux souvenirs de ton enfance? J'en ai, mais ils sont jamais dans ma maison.
pour cause de mémoire traumatique, qui fait que j'ai très peu de souvenirs de ma famille. J'ai des flashs de plein de situations. J'ai presque aucun souvenir de vacances, d'anniversaire, de Noël. Enfin, vraiment, c'est des micro-images, mais j'ai pas du tout de fil conducteur de mon enfance. Par contre, j'ai plein de souvenirs du coup du dehors, de moments avec mes amis, des souvenirs d'adolescence, etc. Et je pense que ouais, le gros de mes souvenirs joyeux, c'est vraiment ça. C'est les souvenirs de l'extérieur. Et du coup, par exemple, le souvenir de ton éveil à la sexualité, c'est un souvenir que t'as gardé ou pas du tout ? C'était compliqué au niveau de l'éveil de la sexualité parce que j'ai grandi dans un environnement, je pense, incestuel, enfin que j'ai en tout cas défini comme ça avec les années. Pas au sens, je crois, où il y avait de l'inceste, ou en tout cas, s'il y en a eu, j'ai pas de souvenir direct. Mais globalement, non, c'était mon père se baladait à poil tout le temps partout, il laissait traîner ses pornos au milieu des DVD d'enfants, il fallait lui faire un bisou sur la bouche obligatoirement le matin parce que sinon il s'énervait. En tout cas, il y a eu un ensemble voilà, de choses comme ça qui ont fait que très très vite, je pense j'étais sexualisée très tôt, aussi parce que mon père, dans ses violences, faisait beaucoup d'amalgame entre ma mère et moi. Donc ça lui arrivait dans les moments où il était très bourré de me parler à moi comme s'il parlait à ma mère. Il m'insultait, mais tout en parlant de ma mère. Et du coup, c'était très très confus. Du coup, oui, ça a été, je pense, un petit peu la première approche lointaine de la sexualité. Même si, encore une fois, sur le coup, je voyais pas d'environnement sexualisé. C'est plus avec les années que je me suis dit, en fait, c'est vraiment pas normal d'agir comme ça auprès de son enfant. C'est venu bien après, ouais. Et du coup, c'est tout ça qui a construit ton image de la sexualité, ou il y a eu d'autres facteurs qui ont permis de diluer tout ça avec quelque chose de plus bienveillant, ou vraiment pour toi, ce n'était que de la violence ? C'est vraiment compliqué parce que quand j'ai commencé ma sexualité en tant que telle, donc ado, je pense que j'avais justement tellement cet attrait du dehors et ce besoin de survivre en ayant de l'amour en dehors de chez moi et de l'attention en dehors de chez moi que je me suis jetée à corps perdu dans les bras de tous les garçons qui passaient au lycée. J'avais complètement la réputation de la salope du lycée, qui se tape n'importe qui, etc. Donc c'était vraiment voilà, un autre genre d'appréhension de la sexualité, mais qui n'était pas non plus très très valorisante et très épanouissante. Donc dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la sexualité, ça n'a jamais été un espace apaisé. Pendant longtemps, ça a été soit un espace de consommation excessive, sans que ça ne fasse rien. Enfin, vraiment, c'était avaler de l'air, quoi. Enfin, je peux pas le décrire autrement. Enfin, j'avais l'impression de me nourrir de quelque chose de complètement vide. Et quand c'était pas ça, c'était le désintérêt total. Et quand c'était pas ça, c'était l'insensibilité totale. Genre, je ressens rien. Et quand c'est pas ça, c'est j'ai très mal. À aucun moment, ça a été simple. C'était quoi, du coup, pour toi, faire l'amour ? C'était juste un moyen d'avoir de l'attention et de l'amour. Je voulais qu'on me touche avec tendresse, je voulais juste sortir d'une approche du corps qui est une approche purement de la violence, quoi. C'est pour ça que je parle de terrain vide, quoi. C'est que j'essayais de chercher quelque chose qu'on me donnait jamais. C'est beaucoup plus venu après, quand j'ai complètement repensé mon rapport à l'intimité et à l'amour. Mais voilà, pré-ado, enfant, jeune adulte, non, c'était un rapport complètement fucked up à la sexualité. Et comment t'as réussi à le déconstruire ? Je sais pas si c'est un truc de déconstruction en soi. J'étais pas dans une approche politique, c'était juste de la survie. Je suis allée voir des psys, j'ai essayé de guérir en fait de tout ça. Et très très tôt, pour le coup, j'ai voulu le faire. Et je crois que ça m'a vraiment sauvée. Enfin, dès que j'avais 6 ans, j'ai dit à ma mère, ok, toi tu vas me mettre chez un psy direct. Je sentais qu'il fallait surtout pas que je garde les choses pour moi. Le tabou de la parole, alors moi je n'ai jamais eu ça, quoi. Mais vraiment jamais, à aucun moment ça a été difficile pour moi de parler. Enfin, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai pas du tout eu des années d'errance. J'ai toujours tout dit, quoi. Et je pense que ça m'a vraiment sauvé, ça. Est-ce que c'est compliqué pour toi maintenant de faire confiance aux gens, ou est-ce que justement, comme les autres ont toujours été un refuge pour toi, c'est quelque chose qui est plutôt facile ? Je pense que j'ai toujours accordé ma confiance assez facilement, paradoxalement, et je pense qu'il y a vraiment 2 écoles des enfants traumatisés. Il y a ceux qui font plus confiance à personne et ceux qui font beaucoup trop confiance, beaucoup trop vite. Moi, je suis plutôt de la 2e team, je pense. Après, ça s'est un petit peu assaini et normalisé avec le temps, où j'apprends aussi les codes sociaux, parce que pour moi, c'est des codes sociaux qui sont juste pas appris pendant l'enfance, et du coup, on trouve des béquilles pour connecter aux autres, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Donc du coup, j'apprends à comment avoir des relations saines avec les gens sans trop en demander ou sans tout donner d'un coup et avoir plus rien au bout de 6 mois. Enfin bref, par exemple, dans mon rapport aux hommes, quand je sortais avec des hommes avant ma transition et tout, c'est pas que je leur faisais pas confiance, c'est que par exemple, j'étais horrible avec eux. Je leur parlais mal, je faisais tout en sorte pour que jamais ils puissent prendre le dessus sur moi, par peur que des violences surviennent. Du coup, j'ai toujours été assez tyrannique dans mes relations avec les hommes, et je le reconnais sans problème aujourd'hui, hein, mais
où je pense que c'était une manière pour moi de traduire ce manque de confiance. J'étais dans ce truc de toi, essaye de marcher dessus, tu vas voir ce qui va t'arriver, quoi. Et du coup, effectivement, c'est pas du tout sain comme manière de fonctionner. Et je pense que j'ai fait payer à beaucoup d'hommes ce que j'ai subi enfant et ado, ça c'est clair. Par exemple, dans mes relations de couple, je sais que je me disais à chaque fois, lui, tu vas te mettre en couple avec parce que il est très gentil et très effacé. Je m'arrangeais toujours pour sortir avec les mecs les plus effacés, les plus doux possibles. Et du coup, je suis vraiment désolée pour eux, quoi. T'étais amoureux ? Étant vraiment amoureux aujourd'hui, j'arrive pas du tout à connecter ces deux moments, quoi. J'ai pu vivre des sentiments passionnels les premiers mois, voilà, mais ça durait jamais dans le temps parce que très vite, j'étais très agacée par les hommes avec qui je sortais. Enfin, il y avait ce paradoxe où je les choisissais pour leur mollesse, entre guillemets, et en même temps, leur mollesse m'agaçait énormément. Et du coup, j'étais constamment dans ce truc dissociant de si sa phrase dépasse de 12 décibels, je vais lui tomber dessus. Mais par contre, j'en peux plus qui s'étale face à moi. Enfin, j'ai envie de le secouer. Enfin, bon, bref, c'était juste pas sain du tout, hein, vraiment absolument pas sain. Il y avait un truc d'agacement, quoi. Où du coup, j'avais l'impression de pas me reconnaître dans cette image hyper aigrie. Après, ils m'ont guéri de plein de choses aussi. Et le fait que j'ai pu construire des relations sur plusieurs années avec des hommes gentils, ça m'a aidé aussi à juste apaiser et guérir ma peur des violences sexuelles, d'apaiser ma peur, des violences conjugales. Bon, ils vont très bien aujourd'hui, ils s'en sont remis. Je suis restée pote avec la plupart de mes ex. Enfin, tout va bien, mais juste, ça devait pas être très marrant pour eux, la vie, avec moi. Et est-ce que t'as eu le sentiment aussi que ça se guérissait quand t'as eu des relations avec des femmes ? Au début, je pensais que oui. Enfin, en tout cas, ça a changé vraiment quelque chose dans mon rapport à l'intime. Après, sur la question de la sexualité, qui est toujours resté un petit peu l'espace dans lequel j'avais beaucoup, beaucoup de mal à ressentir autre chose qu'un sentiment très fastidieux et d'arrachement à moi-même, quoi. Mais après, en termes de capacité à se montrer vulnérable dans une relation, ça, oui, ça a vraiment tout changé. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus le cas que je sors avec une femme trans. Donc, du coup, on partage non seulement l'expérience de la misogynie, enfin, en tout cas, celle que j'ai vécue avant, mais en plus, l'expérience de la transidentité. Donc, il y a une compréhension énorme qui se fait sur plein de niveaux. Par exemple, le fait de se sentir complètement décalé par rapport à l'expérience de la misogynie, ça me rendait marteau, quoi, dans mes relations avec les hommes, où je me disais, mais il peut pas comprendre ça, quoi. Il peut pas comprendre ma colère, là, à m'être fait suivre par 6 gars dans la rue. Et voilà, il est désolé, et puis il me met une petite tape sur l'épaule, mais concrètement, il sait pas, quoi, ce que c'est, il sait pas, et ça me rendait, fou de rage. Il y avait une coupure, quoi. Ouais, une connexion qui se faisait pas, et que je retrouve complètement dans ma vie amoureuse actuelle. Et là, vraiment, j'ai l'impression d'être pour la première fois à ma place. Tu disais avant que, du coup, la sexualité, c'était resté un terrain compliqué pour toi. Qu'est-ce que tu trouves de compliqué dans ce terrain et qu'est-ce qui te met toujours en difficulté ? C'est compliqué, il y a tellement de choses qui se passent dans la sexualité, quoi. Enfin, je trouve que c'est un terrain hyper ambivalent, dans le sens où, pour plein de gens, c'est un terrain historique de violence. Du coup, pour moi, c'était la vulnérabilité, du coup, c'est la mise à nu, du coup, c'est le danger, du coup, c'était pas du tout un espace comme ce qu'on nous présentait, c'est-à-dire un espace fun, libérateur, émancipateur. Enfin, moi, c'était vraiment genre, ok, comment je fais pour survivre, juste point barre. C'est toujours un espace dans lequel j'ai eu l'impression d'aller contre moi-même tout le temps. Donc je me disais, non, mais il faut une vie sexuelle, t'es en couple, alors il faut une vie sexuelle. J'en avais pas du tout envie. Du coup, c'était juste fastidieux, ça m'arrachait à moi-même, ça a jamais été simple, ça a jamais été drôle, en fait. Ça a jamais été joyeux ni drôle. Quand tu dis il faut, c'est les injonctions de la société qui te disaient qu'il fallait ? Ouais, je pense que j'avais très bien intériorisé, comme tout le monde, le fait que c'est un indicateur, enfin une espèce de baromètre de la bonne santé du couple. Donc évidemment, comme plein de gens, je comptais, j'étais là, oh mon Dieu, ça fait 12 jours, là c'est plus possible, c'est la date limite, oh mon Dieu, enfin bon, bref. Et du coup, c'était un rapport complètement comptable et numérique à la sexualité, où mon moment préféré du sexe, mais plein de gens sont comme ça en vrai, c'est le moment où on avait fini, j'étais là genre, tranquille pour 10 jours. Et ce soulagement post-sexe, c'est vraiment ce que je retiens le plus de ma vie sexuelle d'avant, donc c'est quand même compliqué, quoi. Pour le livre, on a interviewé une dame qui doit avoir genre 75 ans. Elle nous a dit « Aujourd'hui, la sexualité, c'est un peu marketing. » Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. C'est d'ailleurs littéralement tout l'objet de mon livre. Enfin, en gros, une grosse partie de l'objet de mon livre.
Où je pense que c'est aussi ça qui fait que les gens sont complètement dissociés par rapport à la sexualité, c'est que on la présente comme un terrain à optimiser en continu, à améliorer, parce que sinon ça veut dire que tes relations affectives sont juste ratées, ou alors que t'as un problème dans ton corps pathologique à régler, etc. Et du coup, je pense que c'est un canal parfait d'entrisme pour le capitalisme, au sens où, bien sûr qu'il va se nourrir de nos insécurités, bien sûr qu'il va se nourrir de nos peurs, de nos blocages. C'est pas anodin qu'il y ait tout un marché autour de la sexualité qui se développe de plus en plus. Je pense aux sextoys, mais pas que. Et je dis pas du tout que ça veut dire que les sextoys, c'est un instrument d'aliénation sexuelle. Je mets de la nuance là-dedans, mais je trouve juste que c'est pas anodin qu'il y ait autant de marchés économiques qui se développent autour de l'idée que la sexualité peut être améliorée en continu. Et en plus, c'est ça que je trouve incroyable, des discours qui sont présentés comme féministes. D'émancipation sexuelle. C'est ça, d'émancipation sexuelle, et c'est forcément un terrain joyeux, et c'est forcément un terrain qui peut être libérateur, alors qu'il est traversé par des violences pour plein de gens, alors qu'il est traversé par des dynamiques capitalistes de plus en plus fortes. Enfin, moi, j'y voyais absolument pas un terrain qui me libérait, quoi. Au contraire, j'avais l'impression que ça creusait l'écart entre mon corps et moi-même. Moi, je sais que la sexualité que j'aime aujourd'hui, ça peut très bien être une sexualité où juste on se fait des câlins pendant 2 heures, et le fait que ça débouche sur rien après, de génital entre guillemets, ça me soulage énormément, et je le vis quand même comme une sexualité, quoi, parce qu'il y a de l'érotisme, parce que il y a une intimité très forte à l'autre qui se crée. Le discours sex-positif, il est hyper ambivalent parce que entre plein de ventes de produits et de services et plein de discours obsessionnels sur la sexualité et notamment conjugale qui visent à toujours l'optimiser, toujours la rendre plus épanouissante, plus ceci, plus cela. De temps en temps, on a un petit encart qui vient se glisser en disant mais si tu veux pas ça, c'est ok, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est pas assez et qu'il faut complètement repenser le rapport global qu'on a à la sexualité et que ça suffit absolument pas pour être inclusif ou je sais pas quoi, de juste dire peu importe ton parcours, tu es valide et légitime. C'est vraiment le niveau 0 de la pensée sur le sujet. Et je pense que c'est important de reconnaître la sexualité comme aussi un système qui organise la société. Le problème, c'est pas la sexualité en soi, c'est la sexualité obligatoire, c'est-à-dire genre tout ce qui va organiser culturellement, socialement, juridiquement aussi avec la question du devoir conjugal, mais la sexualité comme une activité naturelle, incontournable et souhaitable de la vie humaine. Et je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut aussi penser la sexualité et pas que juste dire nous on s'éclate à être trop libérés, toi si t'y arrives pas, c'est pas grave. De toute façon, dès que tu dis à quelqu'un c'est pas grave, c'est partir du principe qu'il y a un truc plus normatif. Oui, c'est ça, ouais. C'est juste de la condescendance basique, et encore une fois, qui ne pense pas du tout la question dans son aspect systémique, en fait. On voit pas aussi toute la dimension potentiellement aliénante qu'il y a derrière, et je trouve que les discours sexpo, notamment, oublient cette dimension-là. Enfin, tu sais, genre, le consentement, c'est très basique, ça va être un oui, c'est oui, un non, c'est un non, sans penser que derrière, nous, on a aussi tout un ensemble de traumas qui viennent structurer notre rapport au consentement, à la sexualité, à ce qu'on y cherche. Enfin, tu vois, moi, j'avais l'impression de me jeter avec beaucoup de consentement dans cette sexualité hyper effrénée que j'avais avant. J'avais l'impression d'être dans cette espèce de recherche perpétuelle d'une sexualité très forte, très intense, enfin, très... Et pourtant, est-ce que je la voulais vraiment ? Avec du recul, je pense pas. Donc je trouve que toute cette ambivalence qu'il y a autour de la sexualité, on n'en parle pas, et que les discours aujourd'hui sont très manichéens, quoi. Et à partir du moment où on a une démarche, une approche en listing un petit peu développement personnel de la sexualité, on oublie tous les mécanismes qui la structurent derrière, et notamment les violences sexuelles. Et je trouve ça hyper dommage, quoi. Ça me fait beaucoup penser à mon épisode. En fait, j'avais l'impression de rentrer sur un ring, quoi. Et en fait, t'es là, tu fais, putain, il y a cette liste d'objectifs-là, dont l'orgasme. Et à chaque fois, moi, je ressortais en me disant, j'ai raté, tu vois. Jusqu'à ce qu'à un moment, effectivement, j'arrive à me dire, bon, peut-être que l'orgasme, c'est pas le but. Mais il n'empêche que je me rappelle qu'après la sortie de mon épisode, qui parlait d'anorgasmie, on recevait quand même beaucoup de mails, au départ, qui demandaient si j'avais trouvé la solution. C'est encore une fois une vision de la sexualité qui est très productiviste, mercantile, capitaliste, même des discours soi-disant émancipateurs. On reste dans cette approche où un corps libéré, c'est un corps qui produit. C'est un corps qui produit du désir, qui produit des orgasmes, qui produit du plaisir. Et si on n'est pas dans ce cas de figure, c'est que y a soit une pathologie à guérir, soit des boulons à resserrer. Ça crée une espèce de corps-machine qui doit absolument être... constamment optimisé à des fins de libération personnelle, alors que vraiment je vois pas qui peut vivre des problèmes ou des blocages dans sa sexualité et vivre ces discours-là et cette approche comme soulageante, en fait. Moi, si déjà j'arrive à me détendre tranquillement pendant 5 minutes dans un sexe absolument banal et classique,
c'est déjà une victoire sur ma journée. Le décalage avec toute cette espèce de nouvelle prescription de pratique, de machin, de ceci, de cela, je m'y retrouve pas du tout, quoi. Enfin... Et aujourd'hui, t'arrives à trouver ça chouette, à trouver ton rythme, ta place Ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus cool déjà parce que je me mets zéro pression. Plus jamais je compte les jours, plus jamais enfin vraiment, je m'en fous. Et en vrai, ce qui m'a permis de faire ça, c'est vraiment d'écrire mon livre. Et je pense que c'est aussi une question de partenaire, quoi. À partir du moment où on partage un vécu commun avec quelqu'un, que c'est absolument un moyen comme un autre, la sexualité, de partager de l'intimité, mais un moyen parmi une infinité d'autres, passe juste à la décentre comme socle fondamental du couple, et du coup, ça rend les choses et la sexualité, de fait, beaucoup plus enthousiasmantes, quoi. Après, de là à dire que c'est facile et tout, non. Déjà, je suis trans, enfin, c'est compliqué, la vie sexuelle quand on est trans, c'est potentiellement vecteur de beaucoup de dysphorie, puis nos corps changent, faut se le réapproprier, bon, c'est compliqué. Je connais littéralement 0 personne trans qui me dit, moi, ma vie sexuelle est d'une facilité déconcertante, mais globalement, ça va mieux qu'avant. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça fait pas longtemps, ça fait 7 mois, c'est tout récent. Mais bon, 7 mois qui ont l'air d'être 5 ans, mais dans le bon sens du terme. Pas au sens où c'est long, mais au sens où, ouais, on a juste réussi à atteindre une profondeur, une compréhension et un respect dans la relation que j'ai jamais connu avant. C'est important pour toi, la monogamie? Je pense qu'au stade de ma vie actuelle, la monogamie, c'est très bien pour moi parce que juste, je ressens aucun manque dans ma relation. Ça veut pas dire que ça évoluera pas un jour et on en parle. Enfin, c'est une question qui est complètement OK et je sais qu'on sera pas monogame toute notre vie. Enfin, c'est très clair là-dessus. J'ai un peu de mal avec les discours qui présentent, par exemple, le polyamour comme la nouvelle voie révolutionnaire de l'amour. On retombe dans un présupposé libéral où la multiplication, c'est forcément la libération. Et pour plein de gens, évidemment, le polyamour, c'est une voie de libération personnelle et je remets pas du tout en question, mais je me méfie en tout cas avec toutes les approches qui visent à créer des nouveaux comportements personnels pour parler de soi-disant révolution de l'intime ou je sais pas quoi. Enfin, franchement, coucher avec plein de meufs, c'est déjà ce que font les mecs tout le temps. Genre, c'est pas... J'ai vu des mecs qui littéralement voulaient qu'il y ait un P à LGBTQIA+, pour polyamoureux, et j'étais là genre, alors mon petit, tu es cis hétéro, le fait d'avoir plein de relations avec plein de femmes ne change absolument pas ta position sociale, n'est pas vectrice de violence pour toi, ne te stigmatise pas du reste de la société, ne t'ostracise pas, ne te fait pas perdre du taf et des logements et des amis et de la famille, donc peut-être calme-toi. Moi, je pense que déjà, si on veut parler de vraie révolution de l'intime, faut d'abord prendre en charge toutes les questions économiques qui vont précisément former les relations, notamment entre les hommes et les femmes. Donc, pour moi, le polyamour, c'est pas la solution. Quand on est dans un couple, la solution, c'est peut-être que les femmes se tapent plus 3h26 de tâches ménagères par jour contre 2 heures pour leur conjoint. Enfin, ça peut changer la sexualité et l'intimité ou le rapport à l'amour. Mais en tout cas, non, je vois pas le polyamour comme une espèce de forme améliorée de l'amour ou la forme du futur de l'amour. Ça, je pense que c'est vraiment littéralement une impasse capitaliste. J'en parlais avec des copines et il y en avait une qui me disait mais moi quand bien même je voudrais être polyamoureuse demain, genre j'ai pas le temps en fait entre mon taf, mes gosses, enfin un emploi du temps quand même assez structuré, il faut pouvoir dégager du temps pour toutes ces personnes qui t'entourent. En fait les mecs ont vachement plus de temps aussi, donc du coup je me dis est-ce que le polyamour du coup, enfin si ça devenait une espèce de norme, on découlerait encore peut-être plus d'inégalités. Enfin je me dis waouh. Bah, j'aimerais bien savoir dans les couples polyamoureux hétéros qui c'est qui gère l'agenda Google, hein. Pour toi c'est quoi l'amour? Alors l'amour pour moi c'est un moyen de montrer son attachement aux gens. Enfin je pense qu'il y a plein de formes d'amour différentes et du coup c'est hyper dur pour moi de définir ce que ça veut dire parce que, par exemple, j'ai des amitiés très passionnelles qui pourraient être comparées à un amour romantique très puissant. Donc, pour moi, c'est genre une éthique relationnelle, l'amour. Ça veut dire qu'on est prêt à s'engager auprès de quelqu'un dans une relation, quelle qu'elle soit, peu importe les modalités. C'est un sens de la loyauté, c'est un sens du sacrifice aussi, pas au sens négatif, mais au sens du compromis, au sens de réussir à donner et à sortir de soi quelque chose d'important. C'est un peu tout ça à la fois, pour moi, l'amour. Il y a une de mes amies, justement, que j'interviewe dans le livre, qui dit apprendre à être un meilleur ami, c'est apprendre à être de meilleurs aimants, aimantes, tout court. Et je suis assez d'accord avec ça, c'est que ça... Enfin, avoir cette espèce de responsabilité, de sens de la relation, ça aide à envisager l'amour et à la manière dont on veut le vivre et l'exercer de manière beaucoup plus globale et beaucoup plus belle et saine, quoi. Aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps? Est-ce que tu arrives à l'aimer?
Ouais, je l'aime de plus en plus. Merci les hormones. J'ai toujours eu un rapport très compliqué à mon corps et notamment beaucoup de troubles alimentaires qui ont complètement disparu avec la transition. On prend en masse et on prend en muscle avec la testo et avant ce serait un truc qui m'aurait terrifié parce que ça implique de prendre du poids et ça implique de voir son corps changer sans rien pouvoir faire. Et là, j'y trouve au contraire beaucoup d'apaisement, ce qui prouve que je devais vraiment transitionner et que c'est ça qui m'a permis de sortir de plein de problèmes que j'avais par rapport à mon corps. Et surtout, aujourd'hui, je le regarde. Après, c'est encore un travail au quotidien. Je l'aime pas tout le temps à 100% incroyablement, mais en tout cas, c'est sûr que l'expérience de la transition a fait évoluer mon rapport au corps. Tu parlais de troubles alimentaires juste avant, c'était de l'anorexie ? Ouais, beaucoup d'anorexie. J'étais hospitalisée pour ça aussi, enfant, quand j'avais 10-11 ans. J'ai toujours eu un rapport assez maladif à mon corps et à la nourriture, ce qui était aussi le cas de ma mère. Du coup, je pense que j'ai aussi beaucoup grandi dans cette culture de la honte par rapport à la nourriture, de la volonté perpétuelle de vouloir prendre le moins de place possible, ce qui est aussi un résultat des violences. Donc non, c'était vraiment compliqué et aujourd'hui, j'ai plus du tout ce rapport-là au corps. Oui, tu te laisses exister. Ouais, c'est ça. Je me laisse un peu respirer. Vraiment, ça fait du bien. J'ai 28 ans, il était temps de juste prendre un peu d'oxygène dans ce monde. En tout cas, j'ai l'impression d'accéder à une forme d'apaisement. Enfin, quoi. Et t'as pas du tout un rapport dysphorique à ton corps ? Si, c'est vrai que c'est une partie dont je parle pas, mais j'ai l'impression, bizarrement, que c'est pas moi qui vis de la dysphorie, c'est plutôt le regard des autres qui génère de la dysphorie. Je sais pas, il y a pas très longtemps, alors, dans la rue, il y a un mec, alors ça m'arrive évidemment plus du tout le harcèlement de rue, mais c'était du coup le dernier là sur la liste, il y a 1 mois ou 2, un mec qui m'aborde et qui me fait « ça va, señorita ?» Et j'étais là genre, alors déjà dans quel monde, si tu pensais que j'étais une meuf, que j'étais autre chose que lesbienne, pour commencer, enfin je veux dire, ça se voit pas au micro là, mais enfin je veux dire, j'ai réellement tous les signes extérieurs de je ne suis pas intéressée par toi, et en plus j'étais déjà à plusieurs mois sous testo, je comprends pas quoi, donc ça, oui, ce genre d'interaction, bah oui, ça génère la dysphorie, mais après j'ai pas l'impression que ça vienne de moi ou de mon regard sur moi. Mais je pense que c'est aussi le cas, encore une fois, parce que je suis en relation intime avec une personne trans. Je pense que si j'étais par exemple en couple avec une meuf cis, je me sentirais beaucoup plus dysphorique. Parce que là, je me dis, est-ce que ça me ramène à une féminité ? Est-ce que le regard cis sur moi, c'est un regard qui est potentiellement un peu fétichisant et qu'on est dans un truc de... Mais ouais, je pense que là, il y a encore une fois le fait qu'on se comprenne très bien sur la dysphorie, sur le regard extérieur, sur les corps trans avec ma copine, ça m'aide à pas du tout me sentir en décalé par rapport à mon corps dans l'intimité. C'est à quel moment que tu te sens le plus à l'aise avec ton corps ? Je pense quand je fais du sport. Enfin, je vois pas d'autre espace où je me sens autant en phase que les moments où je me sens justement fort, un peu explosif, où je sens chaque muscle bouger, enfin où je suis vraiment ancrée en fait. Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur ? Oui, je pense que ça me fait un petit peu peur parce que j'ai grandi avec une mère qui avait très très peur de vieillir et où du coup j'ai pas mal intériorisé ce rapport à la vieillesse qui est compliqué. Après, ça m'obsède pas. Mais ce serait mentir que de dire que je m'en fous et que j'ai trop hâte d'avoir des rides et que j'ai trop hâte de... Non, c'est faux. En plus, c'est très lié aussi à la transition, je pense, mais je me dis à quel homme je vais ressembler. Enfin, j'ai pas envie d'être un petit homme tout rabougri, tout moche, là. Enfin bon, c'est peut-être un peu superficiel, mais globalement, c'est un peu ça qui se passe dans ma tête aussi. T'inquiète, on a tous des moments de superficialité comme ça. Ouais, non, mais tu vois, enfin bon, déjà, quand tu te lances dans une transition, tu sais pas à quoi tu vas ressembler, c'est un visage inconnu, alors si tu rajoutes la vieillesse dessus, enfin bon, c'est beaucoup, quoi. Donc non, ça me fait un peu peur, mais je pense que ce sera gérable. C'est la question de la fin. Du coup, pourquoi est-ce que t'as eu envie de nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi ? Moi, je veux juste dire, genre, si la sexualité vous saoule, faites autre chose et voilà, enfin, sans que ça me définisse d'une quelconque manière. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que plein de gens auraient besoin d'entendre, que ça leur ferait du bien. Je pense que le but principal pour moi, c'était de faire du bien. Et j'espère que c'est aussi ce que j'ai réussi à faire là, maintenant. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter @entrenoslèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter.
Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.